Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invitée ce midi, c'est Sonia Baquès, la présidente de la Province Sud. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation alors que vous faites incontestablement l'actualité avec cette proposition d'autonomisation des provinces formulée dimanche le 14 juillet lors d'une déclaration solennelle. Une proposition qui a déjà suscité beaucoup de réactions. Il faut dire que vous y allez un peu fort. Au même titre que l'huile et l'eau ne se mélangent pas, le monde kanak et le monde occidental ont, malgré plus de 170 années de vie commune, des antagonismes encore indépassables, avez-vous déclaré. Ou encore le projet d'une Calédonie institutionnellement unie et fondée sur un vivre ensemble est révolu parce que les indépendantistes radicaux l'ont tué. Est-ce que c'est pas un peu excessif? Est-ce que vous pensez vraiment que le vivre ensemble est mort? Vous savez, je pense que c'est encore plus violent pour les gens qui réellement ont cru dans ce vivre ensemble pendant des années, des décennies. Nous, on a élevé nos enfants en leur disant le vivre ensemble, tous égaux, pas de différence en fonction de l'appartenance. Et en fait, le 13 mai, ce sont les indépendantistes qui ont cassé cet idéal. Ils l'ont cassé parce que les nuits se sont enchaînées au cri de sale blanc, rentre chez toi. Et je crois qu'il y a eu une forme de sidération de découvrir qu'en fait, les enfants, ces enfants-là, ont été élevés dans la haine de tout ce qu'on peut représenter. Et je pense que c'est pas... Moi, vous savez, le vivre ensemble, je le souhaite toujours. Ça fait partie des choses, je pense, qui sont dans notre ADN. Mais je souhaite qu'on vive ensemble sur la base de valeurs que nous partageons. Et ce qu'on a constaté dans ces événements depuis le 13 mai, c'est qu'en fait, on ne partage pas un certain nombre de valeurs. Et qu'en fait, soit on se soumet au projet qui est le leur, c'est-à-dire celui d'une Kanaki indépendante dans laquelle on a plus de droits pour une communauté que pour une autre, soit, je cite, on rentre chez nous. Alors, on ne sait pas très bien où c'est le chez nous, puisqu'on est tous chez nous ici, mais en tout cas, clairement, on n'a pas notre place. Et moi, ce que je dis simplement, c'est actons ça, et on va simplement, pour finir sur ce sujet-là qui est quand même essentiel, d'abord, je pense qu'il ne faut pas caricaturer. J'ai posé un projet sur la table, je n'ai ni parlé de partition, ni parlé d'apartheid. Vos adversaires s'en chargent. Évidemment, mais je trouve triste, c'est aujourd'hui le seul projet qui a été mis sur la table. Moi, je suis très ouverte à ce que d'autres en posent d'autres. Mais il ne faut pas le caricaturer, je pense que ça n'a pas de sens. On vit des choses extrêmement dures, il faudra trouver une solution. Et je pense que ce projet-là, il a le mérite d'exister en disant simplement, bah oui, on n'a pas la même vision des choses. Moi, je ne veux pas vivre dans une société féodale, je veux vivre dans une société démocratique. Je ne veux pas vivre dans une société où les femmes ont moins de droits que les hommes, où on décide en fonction du statut auquel on appartient, si on a plus de droits que les autres. Non, moi, je souhaite vivre dans une société où on valorise l'ordre, le mérite, le progrès, où on valorise ceux qui travaillent et pas ceux qui sont oisifs. Et ben ça, il faut l'acter. Alors, soit on est capable de vivre tous ensemble dans ce modèle-là, soit on acte le fait que comme Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur l'ont fait en 88, eh bien, on peut vivre différemment en fonction de la province dans laquelle on vit. Et on vit côte à côte. On va y revenir, hein. On va essayer de détailler un peu ce projet d'autonomisation. Mais d'abord un mot peut-être sur la forme. Pourquoi une déclaration solennelle? Pourquoi le 14 juillet? Ça a surpris, ça a interpellé un certain nombre de gens aussi. Le 14 juillet, parce que moi, vous savez, je pense que personne ne doute de mon attachement à la République. Et c'était dur ce 14 juillet d'avoir pas de défilé, d'avoir un simple dépôt de gerbes. Les Marseillaises, évidemment, résonnent différemment au moment du dépôt de gerbes ce 14 juillet-là, parce qu'il se passe ce qui se passe, parce qu'on ne veut plus, tout simplement, malgré la décision par 3 fois des Calédoniens de rester français, finalement, on essaye d'imposer l'indépendance par la force. Et donc, je souhaitais que cette déclaration, et je vais revenir ensuite sur le fond, soit le 14 juillet pour marquer le fait que c'était lié à notre appartenance à la République. Ensuite, le pourquoi, la forme d'une déclaration solennelle, parce que dans ce que j'ai dit, c'est une déclaration qui est longue, qui dure 35 minutes, il fallait prendre le temps d'expliquer un certain nombre de choses. L'histoire, le comment on en est arrivé là, le comment on fait pour en sortir, et quel modèle je souhaite qu'on construise, et quel projet on met sur la table pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Oui, voilà, parce qu'on a retenu, et c'était le cœur du message, l'autonomisation des provinces, mais il y a effectivement beaucoup de choses dans ce discours. Vous parliez de l'histoire, et on s'aperçoit, enfin, on constate, même si ce n'est pas une surprise, que c'est un récit historique qui est complètement différent de celui des indépendantistes qui régulièrement ramènent l'histoire dans tous leurs congrès, dans tous leurs discours. La vision, là aussi, il y a deux visions qui sont complètement opposées.
Oui, alors sauf que l'histoire, c'est pas une vision. L'histoire, ce sont des faits. Et il y a des faits sur lesquels ils réinventent l'histoire. Je vais en prendre un certain nombre, mais par exemple, ils disent aujourd'hui que la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, est encore française par une décision unilatérale de la France. Non. Depuis 1958, les Calédoniens ont décidé à 98%, avec une participation de plus de 70%, alors qu'à l'époque, la population était majoritairement kanak, a décidé de rester français. Et ça, c'est un acte bilatéral. On n'est pas encore en train de subir une situation de colonisation unilatérale depuis 1958. Ça, c'est la première chose. Et je pense que c'est important dans l'histoire parce que ça ne leur a pas été imposé. Ils ont décidé, nous avons décidé de rester français. Ensuite, je pense que si on en est arrivé là, c'est parce que malheureusement, ils ont réinventé l'histoire. Et je l'ai dit dans mon allocution de dimanche dernier, ils ont réinventé l'histoire parce qu'il y a eu à un moment donné un manque de courage de dire la vérité. Quand l'accord de Nouméa a été signé, il n'y avait pas l'indépendance obligatoire. C'est écrit nulle part. Il y avait un référendum pour poser la question aux Calédoniens. Qui dit référendum dit que si les Calédoniens disent oui, eh bien on est indépendant. Si les Calédoniens disent non, on n'est pas indépendant. Et par manque de courage, alors je le comprends ce manque de courage, on a Jean-Marie Tjibaou et Yewene qui ont pris une balle parce qu'ils ont signé un accord avec les non-indépendantistes et avec l'État. Donc je comprends qu'ils puissent avoir peur que l'histoire se répète. Mais ça n'empêche que les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui sont sur les barricades, qu'est-ce qu'ils croient quand on écoute ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils croient? Eh bien, ils croient que l'État colonial et les loyalistes complices leur ont volé une indépendance qui leur était due. Premier mensonge. Ils croient que le dégel du corps électoral, c'est quelque chose qu'on rajoute alors que ce n'était pas prévu. Là aussi, ils ont obligé de leur dire la vérité, qu'en 2007, d'abord en 98, le corps électoral n'était pas gelé. Ensuite, en 2007, quand il a été gelé, il est très clairement dit, au moment du vote au Congrès de Versailles, que c'est seulement pour 2 élections, 2009 et 2014. Ils ne leur ont pas dit la vérité. Jamais ils leur ont dit, ça y est, le corps électoral, il est gelé pour la vie entière, l'éternité. Non, c'est faux, c'est un mensonge. Ils ont dit à leurs jeunes, et on l'a entendu dans toutes les exactions, ils ont dit à leurs jeunes, le dégel du corps électoral, on va vous voler vos terres. Alors, je ne sais pas très bien comment ils sont arrivés à cette conclusion-là. Ils ont dit, vous allez être noyés. Mais vous savez quoi, avant qu'on soit noyés, aujourd'hui, on est plutôt dans le sens inverse. Donc, en fait, c'est tous ces mensonges qui ont finalement remonté une base qu'aujourd'hui, même eux ne contrôlent plus. Et je pense qu'il y a un vrai défaut. J'en discutais l'autre jour avec un jeune Mélanésien avec lequel je parlais de tout ça, qui ne cautionne pas ce qui s'est passé et qui me disait, ce qui est le plus dur, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à leur donner la bonne information parce qu'en fait, ils ne voient qu'une partie de l'information, souvent sur les réseaux sociaux, une information tronquée, un mensonge, et ceux qui sont censés être en responsabilité ne leur ont pas dit la vérité. Alors, il y a tout ce rappel historique, effectivement, et puis vous en arrivez aux accords de Matignon. Alors, c'est votre référence, le partage du pouvoir politique et économique, on y reviendra. Mais vous vous livrez à un vrai procès de l'accord de Nouméa, hein, avec toutes ces ambiguïtés. Là aussi, est-ce que vous n'êtes pas un peu sévère? L'accord de Nouméa, ça a quand même donné 30 ans de paix, 20 ans de paix à la Nouvelle-Calédonie. Ça a été approuvé par 72% des Calédoniens. Est-ce qu'il faut tout jeter, forcément? Dont moi, l'approbation. J'ai voté pour l'accord de Nouméa en 98 parce que, et vous avez raison, ça a été un accord de paix. C'est-à-dire que on sortait de 84-88, on a passé 10 ans grâce aux accords de Matignon, grâce à la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, 10 ans de prospérité dans le cadre d'un partage du pouvoir sur lequel on reviendra. Personne n'avait envie de retourner à un référendum couperet, moi la première, et je pense qu'aucun Calédonien, ceux qui ont voté à 72% pour l'accord de Nouméa, étaient très contents que cet accord puisse se continuer 20 ans de plus. Sauf que on a changé de prisme entre les accords de Matignon, qui vraiment ont été des accords finalement qui ont fait preuve, Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou ont fait preuve d'une très grande lucidité dans les accords de Matignon, parce qu'en fait, ils ont tout simplement accepté et acté nos différences et le fait qu'il fallait vivre avec ces différences, et pas qu'elles allaient se fondre du jour au lendemain dans un peuple unique. On ne savait pas trop d'ailleurs quelle partie allait se fondre dans quelle autre, hein, mais l'accord de Nouméa, il essaye de forcer finalement un destin commun pour lequel, en fait, qui en 20 ans concrètement n'était pas possible. Et donc, en fait, en forçant les uns
à s'assimiler dans les autres, en fait, concrètement, les uns ont considéré que, les indépendantistes ont considéré que ça allait être les loyalistes qui allaient accepter de vivre avec le mode de vie qui est celui qu'ils souhaitent, et vice-versa. Les non-indépendantistes ont cru que quand le monde économique allait se développer, finalement la société kanak allait rentrer dans la vision libérale que peut avoir le monde européen, et ça a explosé. Et ce sont ces ambiguïtés-là, je ne parle même pas du corps électoral, j'ai parlé tout à l'heure des mensonges ou du fait que les indépendantistes n'ont pas assumé un certain nombre de choses, c'est tout ça qui nous a explosé à la figure le 13 mai. Vous savez, il y a une phrase qui dit « on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens ». Là, on est sorti de l'ambiguïté à nos dépens. Vraiment. Et en fait, on a mis de la poussière sous le tapis. L'accord de Nouméa, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'accord de Nouméa, c'est on met la poussière sous le tapis, on fait semblant. Le gouvernement collégial, c'est la plus grande des ambiguïtés. Le gouvernement collégial, moi j'y ai passé 6 ans. 6 ans membre du gouvernement, plus jamais. Plus jamais. C'est un truc... on ne peut pas avancer parce que concrètement, on n'a pas la même vision des choses. Donc au final, ce qui sort, c'est soit rien, la plupart du temps rien d'ailleurs, et parfois le plus petit dénominateur commun, ce qui fait que ce truc n'avance pas. Et quand je finis, mais quand entre 88 et 98, on a créé les provinces, il y a eu un vrai développement, un vrai progrès, une évolution majeure. Alors que là, concrètement, depuis l'accord de Nouméa, en fait, avec ce gouvernement collégial qui est une chimère, en fait, on n'avance pas. On n'avance pas. Rapidement, il faut le supprimer, ce gouvernement collégial, dans le futur statut. Il ne faut plus en parler. Il ne faut plus qu'il y ait de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Alors, je pense que, en tout cas, il ne faut plus qu'il existe tel qu'il existe. Il faut le supprimer tel qu'il existe. Par contre, moi, je suis favorable à ce qu'on maintienne une unité de la Nouvelle-Calédonie. Quand on va aller à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie, j'ai d'ailleurs proposé qu'on cherche un drapeau commun. Quand on est à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie, on est tous des Calédoniens, on est tous fiers d'être Calédoniens. Aujourd'hui, il y a eu la victoire sur le recours qui a été déposé par Génération sur les 2 drapeaux sur le permis de conduire. On a tous aujourd'hui envie d'avoir cette représentation. Par contre, concrètement, un gouvernement collégial tel qu'il existe, ça ne marche pas. Et puis au-delà, il faut arrêter que la même compétence soit exercée par différents niveaux de collectivité. Aujourd'hui, le gouvernement essaye de toucher à tout, mais on le voit bien dans cette crise, il sert concrètement pas à grand-chose, si ce n'est à faire il reçoit l'argent de l'État, qui en plus est fléché, donc l'État leur dit à l'avance à qui il faut le donner, et puis il le distribue. Mais concrètement, ça. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, tout simplement, les compétences principales, elles soient proches des gens et elles soient différentes en fonction du modèle de société qu'on a, c'est-à-dire les provinces, et qu'on garde une unité de la Nouvelle-Calédonie, parce que vis-à-vis de l'extérieur, on a besoin d'une unité de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, parce qu'après tous ces constats, vous en venez à la nécessité de signer un accord de paix, comme en 1988. Alors, c'est plus l'accord global dont on parlait, c'est vraiment un accord de paix pour vous. Il faut revenir aux fondamentaux et tout remettre à plat pratiquement. Je crois que l'urgence, c'est effectivement de signer un accord de paix, parce qu'aujourd'hui, vous savez, je vais tous les jours en ce moment visiter des entreprises qui soit ont été brûlées, soit ont été pillées, soit ont une perte de chiffre d'affaires, et c'est presque la situation la pire, parce que ceux qui ont été brûlés, et que je ne dis pas que c'est mieux, mais brûlés, pillés, ils ont aujourd'hui des aides, ils ont des assurances, etc. Ceux qui ont une perte de chiffre d'affaires de 70-80%, ils ne savent pas quoi en faire. Et qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils attendent de savoir, ils sont prêts à tenir, certains, il y en a qui sont partis, mais certains disent, mais nous, on est prêts à rester, on est prêts à tenir, on a un peu de trésorerie, on est prêts à faire tout ça, mais on veut savoir combien de temps ça va durer. Combien de temps ça va durer ? Et concrètement, ça ne peut pas durer ad vitam aeternam. Donc qu'est-ce que les gens attendent aujourd'hui ? Ils attendent un accord de paix pour qu'on puisse recirculer librement, que les gens puissent se déplacer, continuer, reprendre une vie normale. Donc c'est un accord de paix qu'il nous faut. Et cet accord de paix, vous savez, quand j'ai lu les réactions des indépendantistes à ma proposition, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, mais je regrette la caricature, on existe, on est la moitié de la population de la Nouvelle-Calédonie, cette proposition, elle existe, elle est sur la table. Moi, je ne me permets pas de caricaturer les propositions des indépendantistes, et pourtant, certaines pourraient l'être. Mais concrètement, c'est soit en fait, on balaye et on caricature votre proposition, et puis maintenant, soit vous acceptez l'indépendance association, soit vous dégagez. Mais concrètement, comment on va faire ? Moi, je dis simplement, ok, votre projet, vous le portez, moi je le respecte, mais nous, on en a un autre. Et nous, on est Calédoniens, on vit dans ce pays. Donc, moi, j'ai envie qu'on développe
la Nouvelle-Calédonie. Alors, si on n'est pas capable de le faire à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, eh bien, faisons-le à l'échelle de la province sud. Alors, l'autonomisation des provinces, c'est ce que vous proposez. C'est un nouveau terme d'ailleurs. Il est venu comment? Parce que vous, Pierre Frogier, parlez de différenciation provinciale, vous d'hyperprovincialisation. C'est un peu les mêmes projets que vous baptisez autrement ou il y a autre chose dans l'autonomisation? Non, c'est la même chose. En fait, la difficulté, c'est que ces mots sont toujours très compliqués. C'est des concepts qui sont très compliqués. Qu'on ne comprend pas toujours ce qu'il y Qu'on a derrière comprend pas exactement. toujours. Et puis évidemment, qui du coup, comme on les comprend pas bien, sont caricaturés. La réalité, c'est que ce que j'ai proposé, ce que j'ai mis sur la table, c'est simplement le retour aux équilibres des accords de Matignon de 88, avec des provinces qui sont fortes, qui décident pour le quotidien, pour la fiscalité, pour l'emploi, pour l'économie, pour le social. Je veux dire, le social, quand on voit qu'en province des îles, on a 65% des habitants qui relèvent de l'aide médicale, je suis désolée, je ne crois pas que ce soit le modèle de société auquel les Calédoniens que je représente adhèrent. Aujourd'hui, on est dans une société... Moi, j'ai reçu beaucoup de messages. Vous savez, je l'ai nommé dans mon allocution de dimanche dernier, de cette classe moyenne qui finalement se retrouve toujours trop riche pour bénéficier d'une quelconque aide et finalement trop pauvre pour vivre dignement. Et ceux-là, ils disent, oui, mais nous, on en a marre en fait. On en a marre d'être... On a été cassé, on a été brûlé, on a été agressé, on a été menacé, on a été insulté. Et puis, alors que nous, on veut juste vivre en silence, tranquillement, construire, travailler. Offrons-leur ça. Voilà. La compétence fiscale, c'est un point dur, c'est un point important. Les autres provinces vont se sentir très défavorisées, discriminées. C'est un point qui va être difficile à faire passer. En 88, il n'y avait pas la compétence fiscale pour les provinces. Non, c'est pas un point très dur. D'abord, ça avait été repris par Philippe Dunoyer dans sa campagne des législatives de 2022. Il a dû oublier ce moment-là. Mais la compétence fiscale, ça permet quoi? Ça permet tout simplement d'avoir une politique économique différente. On n'a pas les mêmes... si la province des îles, par exemple, veut favoriser un développement économique tourné sur la pêche, tourné sur la mer, très bien, je pense que ça a du sens, et ça a du sens de mettre en place des mesures fiscales qui correspondent. Ça ne va pas forcément être le cas dans le Sud. On aura d'autres priorités, d'autres secteurs à privilégier. Mais la compétence fiscale aux provinces n'enlève pas la solidarité. Je veux dire, il peut très bien y avoir une compétence fiscale très forte aux provinces et décider ou non qu'il y ait une solidarité entre les provinces. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'on décide que la compétence fiscale, que le choix des impôts qui sont payés par les Calédoniens, le choix des aides sociales qui sont accordées aux Calédoniens, que le choix soit fait par province, qu'on ne dit pas il faut qu'on donne quelque chose aux uns et aux autres. Rien à voir. Alors, parmi les reproches qui sont faits régulièrement à ce retour à la compétence des provinces, on vous dit qu'il y a des sujets qui sont notoirement de compétences territoriales calédoniennes. On parle au Code de l'environnement qui est souvent mis en avant, le développement du tourisme, etc. Est-ce que là, vous envisagez une instance calédonienne ou est-ce que chaque province fera comme elle l'entend, là aussi, pour ces domaines-là, qui peuvent relever de l'intérêt général calédonien, quoi? Non, je pense qu'il y a d'abord, je pense qu'il y a des secteurs qui effectivement relèvent de la Nouvelle-Calédonie. Et vous savez, je suis assez cohérente dans ce que je dis, puisque depuis 5 ans maintenant, je dis que la question, par exemple, de la santé et de la protection sociale doit revenir à la Nouvelle-Calédonie. Il y a du sens à avoir une protection sociale et une santé qui est la même pour la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, on a 3 aides médicales, avec tous les problèmes que ça pose, un RUAM, des services qui font la même chose, en doublon, en triplon, mais ça n'a pas de sens. Donc, il faut d'une part qu'il y ait une identification de ce qui relève de la Nouvelle-Calédonie, et d'autre part, il faut qu'il y ait, pour ce qui relève des provinces, une coordination, tout simplement, et une instance qui fait cette coordination, cette unité, à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Mais encore une fois, je le répète, il faut acter qu'on n'a pas le même mode de vie, et on n'a pas l'envie de vivre comme les autres. Donc, on voit bien, il y a une partie du monde indépendantiste qui voudrait qu'on vive en considérant que c'est l'organisation en ère coutumière, sous une forme avec le respect de l'organisation coutumière qui doit se mettre en place à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Et puis une partie du monde non indépendantiste qui dit moi, je n'appartiens pas forcément, je ne me sens pas appartenir à une ère coutumière, je me sens appartenir j'ai acheté ma maison, j'ai un travail, c'est comme ça. Et c'est pas grave,
Enfin, c'est pas, je ne renie pas l'existence de ça, ça existe, on est en Nouvelle-Calédonie, on vit avec ça. Mais c'est pas pour ça qu'on a envie de vivre de la même manière. Et je pense que il faut simplement accepter ça. Il faut accepter ça et vivre avec ça. Parmi les caricatures, on dit qu'il va y avoir un mur entre les provinces, Non, notamment entre le nord et le sud. C'est c'est une évidemment... plaisanterie. Enfin, honnêtement, enfin, on vit une situation suffisamment grave pour pas rentrer dans ces caricatures. Il y a enfin, aussi bien la partition que l'apartheid, mais où on est en apartheid aujourd'hui? Vous savez, aujourd'hui, on n'a pas le droit de mettre le pied sur les îles Loyauté et en partie à l'île des Pins quand on est blanc. Ça, c'est pas de l'apartheid. L'apartheid, c'est pas nous qui l'avons mis. Hein. L'apartheid, et en particulier depuis le 13 mai, mais pas que. Hein. Pendant le Covid, c'était pareil. Hein. Donc, l'apartheid, concrètement, c'est pas nous qui l'avons mis. Hein. Moi, je trouve inadmissible qu'il puisse y avoir, que les indépendantistes, que les responsables politiques cautionnent ça. Moi, je suis obligée aujourd'hui de fermer quasiment complètement le dispensaire de Thio. Le dispensaire de l'île des Pins fonctionne quasiment plus parce que nos soignants et les familles des soignants se font traiter de sales blancs, rentre chez toi. Mais quand ils seront tous partis, il n'y aura plus de médecins. Hein. Et ça, c'est de l'apartheid. Pardon, mais c'est important, mais ça, c'est de l'apartheid. Moi, ce que je défends, c'est simplement de dire, en fait, ce que je dis, c'est respectons-nous. Respectons-nous. Je discutais avec un des signataires des accords de Matignon et de l'accord de Nouméa, que vous connaissez bien, Harold Martin, qui me disait quand il a commencé à être évoqué le vivre ensemble, d'abord il n'a pas été évoqué en 88 par Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, mais quand il a commencé à être évoqué, il n'était pas question de vivre ensemble en mode on se mélange tous, on vit tous les uns avec les autres, etc. Non, c'était de dire on se respecte. Et je pense que le projet que j'ai posé sur la table, et qui devra être débattu avec les uns, avec les autres, c'est un projet de dire, on existe, on est sur cette terre, on est répartis en gros à moitié-moitié, enfin bon, respectons-nous, juste ça. L'une des incompréhensions aussi, l'un des reproches qui est fait de façon récurrente, c'est dans le sud maintenant, il y a plein de il y a plein d'indépendantistes, il y a énormément de Mélanésiens qui vivent aujourd'hui en province sud. Dans le nord, il y a des non-indépendantistes, mais on les évalue à 20% à peu près dans chacune des provinces. Comment est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont pouvoir choisir la province dans laquelle ils vivront, le mode de vie qu'ils voudront suivre, s'il y a une autonomisation des provinces? D'abord, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. D'abord, tous les Mélanésiens ne sont pas indépendantistes et tous les autres ne sont pas non indépendantistes. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Et je pense que ce que moi j'attends de la proposition que je fais et que je mets sur la table, c'est que ce vivre ensemble puisse revenir en province sud avec un partage des valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, moi je ne suis pas en train de faire une séparation par communauté d'appartenance, mais par projet de société. Mais concrètement, et encore une fois, j'en discutais avec certains d'entre eux encore cette semaine, ceux qui ont envie de rentrer, et il y en a plein, et il y en a dans votre radio, Elisabeth, des Mélanésiens qui ont envie, qui ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé, qui concrètement, vous savez ce qui s'est passé à Marais. Aujourd'hui, les 47 personnes qui ont eu le malheur de voter pour Nicolas Metzdorf sont recherchées, menacées. Ceux qui veulent plus de ça, eh bien, je considère qu'ils veulent pas de ça, qui veulent le travail, qui veulent être valorisés pour le mérite, qui veulent le progrès, mais vivons ensemble. Mais simplement, les gens qui défendent aujourd'hui le fait que quand on n'est pas d'accord, on a juste le droit de dégager, quand on est blanc, on n'a pas sa place sur un certain nombre de terres, ou en tout cas si on a la place, c'est parce qu'on se sera soumis, ou on considère que la femme est inférieure à l'homme, je suis désolée, c'est pas mon projet. Et si c'est le projet d'autres, qu'ils le portent là où ils sont majoritaires pour le porter. Moi, je porte un projet de progrès, de mérite, d'ordre, de sécurité. Et je considère que ce projet-là, et il a été prouvé à plusieurs reprises, qu'il est majoritaire en province sud. Eh bien, portons-le en province sud. Alors, la province sud, vous en parlez spécifiquement dans votre déclaration avec 3 piliers, notamment l'ordre. Et c'est un peu surpris parce que l'ordre, on le sait, c'est une compétence régalienne. Vous voulez récupérer l'ordre public comme compétence provinciale? Non, je veux pas récupérer l'ordre public comme compétence provinciale, mais je pense qu'il peut y avoir, de la même manière qu'il y a une partie de la compétence aux polices municipales, il peut y avoir, à l'instar des États fédérés australiens ou américains, une partie du travail en matière de tranquillité publique qui soit donnée aux provinces. Alors, vous y faisiez allusion, il y a eu un certain nombre de critiques
comme souvent quand une idée est mise sur la table. Elles sont venues des indépendantistes, elles sont venues aussi de Calédonie Ensemble notamment. Euh, Comment porter cette idée? Est-ce que vous êtes toute seule pour la porter? Est-ce que il y a qui adhèrent pour l'instant? Les Républicains, le Rassemblement? Bah, ceux qui se sont exprimés au sein des loyalistes et du Rassemblement y adhèrent. Je crois surtout que ce qui est important, alors Calédonie Ensemble, je ne le compte plus dans les non-indépendantistes, hein. Gérard Poadja a soutenu la candidature d'Emmanuel Tjibaou dans la deuxième circonscription. Bon, malheureusement, ils sont perdus, mais les Calédoniens l'ont bien compris vu les scores qu'ils ont fait aux dernières élections. Mais ce qui m'importe surtout, c'est les gens qui réellement sont pour le maintien de la Calédonie dans la République, défendent la démocratie comme nous et ce modèle de société. Je pense que ce qui est absolument essentiel pour la suite, parce que les discussions reprendront à un moment donné, le président de la République reprendra à un moment donné la réunion de tout le monde, c'est qu'on puisse se retrouver autour de la table avec un camp non indépendantiste fort, uni, qui partage un projet. Moi, j'en ai mis un sur la table. S'il y en a d'autres, ils sont bien évidemment les bienvenus. Mais il faut qu'à un moment donné, on puisse partager. Et donc, j'ai fait cet appel dimanche en conclusion de mon allocution, et ça a été repris par Nicolas Metzdorf dans un communiqué le lendemain. Je vois un certain nombre de personnalités politiques qui s'expriment pour dire que cette unité est indispensable. Elle est indispensable. Certains disent qu'il faut la transformer en un parti politique unique. Je ne suis pas sûre que tout le monde soit prêt à ça. Si tout le monde est prêt à ça, moi j'y ai toujours été favorable, mais je ne suis pas sûre que tout le monde soit prêt à ça. Et surtout, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet d'une énième structure. Le sujet, c'est de partager le même projet. Encore une fois, j'en ai mis un sur la table. Je considère aujourd'hui, je ne vois pas bien comment, compte tenu de la fermeture d'esprit qu'on a de la part de nos adversaires indépendantistes, je ne vois pas aujourd'hui comment on en sort autrement. Mais si d'autres ont de meilleures idées, tant mieux. Et pour revenir sur Calédonie Ensemble, ils font que critiquer le projet que j'ai mis sur la table. Qu'est-ce qu'ils proposent pour qu'on réussisse à s'en sortir? Dans les discussions Rien. que vous aviez eues avec les indépendantistes avant, on ne sait plus comment qualifier cette période, mais en tout cas très différente de celle depuis le 13 mai, est-ce que c'est les thèmes qui avaient été abordés, cette provincialisation? Parce qu'encore une fois, elle est un peu dans l'air depuis quelque temps. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle une partie des indépendantistes pourrait adhérer malgré tout, puisque en 88, ils avaient adhéré complètement à la création des provinces. Ils en avaient 2 sur 3 et ils étaient ravis de les avoir. Les gens avec lesquels on a discuté n'adhéraient pas à cette idée-là. C'était plus vu comme une concession qu'ils étaient susceptibles de nous faire. C'est-à-dire que dans la bannette des je te donne ça, tu me donnes ça, dans les discussions qu'on a eues, effectivement, le fait d'avoir plus d'autonomie aux provinces était plus une demande qui était portée par nous et pour lesquelles ils étaient, pour un certain nombre, ouverts et pour un certain nombre pas ouverts du tout, pour qu'on puisse en discuter. Et l'État, de son côté, est-ce que c'est une idée qui pourrait le séduire, qui pourrait faire progresser, ou est-ce que pour l'instant c'est trop neuf pour lui et qu'il attend la sortie de crise avant de se prononcer? J'ai eu un échange avec le président de la République à la suite de ça, mais pas sur le fond, sur le fait de savoir comment on reprend les discussions. Ce qui est important, encore une fois, c'est que tout le monde soit respecté dans ses propositions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette proposition-là, elle existe, comme celle des indépendantistes d'accéder à l'indépendance le 24 septembre 2024, comme celle de Mila Kulo-Tukumuli d'accéder à l'indépendance de manière inéluctable, mais dans un calendrier déjà fixé sans demander l'avis des populations. Tout ça, ça existe. Moi, je considère qu'on vit tous ensemble et donc l'État n'a pas... Enfin, je pense que ce serait maladroit de la part de l'État de dire s'il est d'accord ou pas d'accord avec telle proposition. Le rôle de l'État, c'est quoi? C'est de faire respecter le vote des Calédoniens. Les Calédoniens ont décidé par 3 fois, dans des conditions sur lesquelles on ne va pas revenir, mais qui sont quand même très au désavantage des non-indépendantistes, de rester français. Le rôle de l'État, c'est de garantir que cette décision-là soit respectée, sous une forme ou sous une autre, et d'arriver à permettre de trouver un accord pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Même si depuis le 7 juillet, on entend une petite musique, les législatives ont prouvé, enfin ont démontré que les candidats non indépendantistes avaient rassemblé sur leur nom moins de voix que les 2 candidats indépendantistes. Globalement, on parle d'un écart de 10 000 voix. Certains disent que c'est la preuve que les indépendantistes sont devenus majoritaires. Là aussi, enfin,
c'est quand même dommage, au point où on en est aujourd'hui, de caricaturer. D'abord, je trouve, et on a fait un recours contre la manière dont se sont passés un certain nombre de bureaux de vote, où sur la côte Est, on avait un seul bulletin, un seul assesseur, pas le choix, où on a, comme par hasard, 0 voix pour Alcide Ponga. Je pense que les gens n'avaient pas tellement le choix en termes de bulletins. Et puis, c'est pas rien, c'est plusieurs centaines, voire milliers de voix qui sont en jeu. Et je l'ai dit, j'ai vu Emmanuel Tjibaou avant qu'il parte à Paris. Je lui ai dit, je trouve que ça salit l'élection. Je pense qu'il avait le soutien implicite ou explicite de l'éveil océanien et de Calédonie Ensemble. La réalité, c'est ça. Alors Gérard Poadja ne l'a pas dit publiquement, il l'a dit sur les réseaux sociaux. Mila Kulotukumuli, on sait très bien qu'il avait envie qu'il y ait un député de chaque côté. Voilà. Bon, il avait le soutien implicite de l'éveil océanien et de Calédonie Ensemble. Il aurait pu gagner sans tricher. Je trouve que la triche ne grandit pas son élection. Je pense qu'au final, moi, je suis démocrate. Quand quelqu'un est élu, je respecte son élection. C'est dommage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les gens qui ont voté pour Emmanuel Tjibaou, et j'en connais, l'ont fait pour des raisons qui font que si demain il y avait un référendum, ils ne voteraient pas oui à l'indépendance. Concrètement, c'est ça la réalité. Donc, c'est une élection législative, c'est pas un référendum. Un référendum, on en a eu un il y a 3 ans, et on a un autre il y a 4 ans, et un autre il y a 6 ans. Donc on a posé la question aux Calédoniens. Les Calédoniens, ils veulent pas de l'indépendance. Donc c'est pas parce qu'ils votent pour Emmanuel Tjibaou dans la deuxième circonscription et pour Nicolas Metzdorf dans la première qu'ils sont devenus majoritairement indépendantistes. Dans le climat actuel, poser des idées sur la table, comme l'autonomisation des provinces, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que ça peut progresser? Ou est-ce que les Calédoniens ont vraiment la tête ailleurs et attendent essentiellement le rétablissement de l'ordre avant de penser à la reconstruction aussi bien physique, pratique qu'institutionnelle et politique? Oui, je crois que c'était le moment. Je crois que c'était le moment parce que les gens ont besoin de perspective. Personne se dit, ça y est, le projet de Baquès est sur la table, tout le monde va signer en bas à droite, c'est parti. Personne, et moi la première, ne se fait cette illusion-là. Par contre, ça donne des perspectives. Et je pense que ce que les gens attendent de plus, c'était ça. C'était qu'au moins on parle de la suite et qu'on pose quelque chose sur la table. Donc, et vu le nombre de messages très très importants que j'ai reçus pour me remercier d'avoir fait cette proposition et qu'on attendait d'une part un constat, d'autre part des perspectives, je pense qu'il fallait le faire et qu'il fallait le faire à ce moment-là. Le rétablissement de l'ordre public, c'est aussi une priorité. Vous avez une perspective là aussi pour un retour à l'ordre ou... Vous le savez, j'ai beaucoup tapé sur le fait que l'État n'a pas été à la hauteur sur les premières semaines de ce conflit. Je pense qu'on n'aurait pas perdu autant de terrain s'il y avait eu au départ une réaction plus rapide. Il y a encore du chemin à parcourir, c'est long, c'est laborieux. Je regrette évidemment que le Mont d'Or soit encore bloqué, même si depuis ce matin, il y a des convois qui sont organisés pour permettre aux personnes de passer de manière sécurisée sur la route. Je regrette qu'on n'avance pas assez vite. Pareil sur la justice. Je pense qu'il y a la justice devrait passer pour un certain nombre de responsables de tout ce qui s'est passé et qu'elle passe pas assez vite. Mais malgré tout, il faut constater qu'on avance. Concrètement, on avance en termes de maintien de l'ordre, on avance en termes de justice, on avance aussi sur le déblocage de fonds pour assurer d'une part l'urgence, d'autre part la reconstruction. Donc petit à petit, et encore une fois, je le répète, ça ne va pas assez vite. Pour moi, la première, et je suis la première à faire des messages impatients à Paris, mais ça avance. Et la Calédonie se relèvera, hein, c'est ce que vous Et disiez. la Calédonie se relèvera, bien sûr. La Calédonie se relèvera comme elle s'est relevée après 84-88. On est chez nous ici tous, et on a tous vocation demain à continuer à vivre ici, ceux qui ne seront pas partis, et je souhaite qu'on reste le plus possible ici, donc on se relèvera. Sonia Baquès, présidente de la Province Sud, merci d'accepter notre invitation. Merci.